jeunes et ambitieux. Le cadre de rencontre des jeunes qui ont plein de rêves pour leur carrière professionnelle. Je suis Faisal Kemtoré et j'accueille pour vous aujourd'hui une Amazone, une consoeur au parcours passionnant et plein d'enseignements. Mon invité est consultant en ingénierie logicielle et développement d'applications au sein d'une institution internationale. Bonjour Exact. Mitch, Bonjour, c'est ça? c'est un réel plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour échanger sur ton parcours, tes conseils et tes suggestions pour les plus jeunes. Sur ce, je m'en vais te demander de te présenter d'abord à nos auditeurs. Ok. Merci, Faisal. Déjà, j'aimerais te dire merci pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir apporter, j'ai envie de dire, ma pierre à l'édifice que tu es en train de construire avec ce projet que je trouve vraiment ambitieux. Et c'est un réel plaisir. Donc, pour me présenter, je suis Metch Amari Nicole, ivoirienne de nationalité. Je réside en Côte d'Ivoire. Je travaille en ce moment en tant qu'ingénieur développeur à la Banque africaine de développement. Je pense qu'on pourra Ok, rentrer dans les détails après. ok, parfait. Donc, intéressant pour ta présentation. Pour continuer dans ce sens, je voudrais te poser la question de savoir quel a été ton parcours, qu'est-ce que tu as eu comme enfance, qu'est-ce que tu as eu comme études scolaires et universitaires, afin que nos auditeurs puissent comprendre en fait tes débuts, qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a orienté vers la spécialité dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Donc, quel a été ton parcours? Ok, donc déjà, il faut dire que j'ai grandi dans une petite ville de la Côte d'Ivoire qui est à 1 heure d'Abidjan. C'est la ville de Dabou. J'ai fait l'école primaire catholique, l'école secondaire protestante. Et après la classe de troisième, j'ai été orientée dans un lycée d'excellence ici à Abidjan, le lycée Sainte-Marie, où j'ai fait la terminale scientifique. Là, je suis sortie avec un baccalauréat avec mention. Mais pour être vrai, quand je sortais du baccalauréat, je savais vraiment pas quoi faire. Au départ, je voulais faire la neurochirurgie. Mais après les orientations, j'ai été orientée en SFA, sciences fondamentales appliquées à l'université d'Abobo à Djamé, Abidjan. J'ai été orientée en informatique à l'INPHB de Yamsoko. J'ai été orientée aussi en informatique dans une grande école ici à Abidjan. Et je ne voulais pas accepter parce que je voulais vraiment faire la médecine, je ne savais rien de l'informatique. Mais bon, j'y suis allée comme ça parce que ça faisait 3 choix qui débouchaient sur l'informatique. Finalement, dès que j'ai commencé la filière informatique, j'ai commencé à aimer l'informatique. Ça a commencé à devenir une passion véritable. Et j'ai eu le BTS en 2008, le BTS informatique en 2008. Il faut dire aussi que cette année-là a été une année vraiment difficile pour la Côte d'Ivoire. Le taux de réussite du BTS était vraiment bas. Et j'ai été la seule personne à avoir dans ma classe. On a été 2 à avoir dans toute l'école. Après le BTS, j'ai fait le cycle ingénieur dans une école ici à Abidjan. J'ai fait le cycle ingénieur en 3 ans. La petite anecdote que je vais te donner, c'est que dès que j'ai commencé la première année d'ingénierie, j'ai commencé à avoir des stages. Donc, moi, je faisais plus des stages et l'école, des stages et études, stages et études. Ça a été comme ça tout mon parcours jusqu'à ce que je puisse faire ma soutenance, etc. Donc, finalement, j'ai fait la soutenance. Je suis sortie avec un diplôme d'ingénieur avec la mention honorable. Donc, voilà un peu résumé mon parcours. Ok, très intéressant. Bon, pour revenir en arrière, tu as expliqué comme quoi à partir du baccalauréat, tu as eu plusieurs offres. Tu as eu notamment trois à l'INPH, à l'université d'Abobo et aussi dans une autre école au niveau de Abidjan. Mais parmi ces choix-là, quelle a été l'option que tu as retenue au final et pourquoi est-ce que tu as retenu ce choix-là? Bon, pour poser une question parallèle également, on sait que très souvent, à partir du baccalauréat, on a la possibilité de choisir les filières dans lesquelles on aimerait continuer nos études. Et pour ton cas, est-ce que à ce niveau-là, tu as eu à choisir l'informatique comme étant une de tes options ou bien qu'est-ce qui s'est passé au juste pour que
tu sois orienté dans ces filières-là, dans cette filière-là plutôt. Ok, donc après le baccalauréat, effectivement, il fallait choisir des filières. Mais comme j'ai dit, mon principal choix, c'était de faire la médecine. Donc, je suis allée à l'université d'Abidjan, à Bobo-Djamé, et j'ai essayé de m'inscrire en médecine. J'ai fait la préinscription en médecine, tout et tout. Bon, le choix de l'orientation en médecine, parce qu'après, il fallait attendre les résultats et autres. Et en même temps, pour ne pas avoir à perdre, il fallait faire des choix dans dans tous les types d'écoles, à l'université, dans les grandes écoles, dans les universités privées, etc. Donc, dans les universités privées ou bien dans les grandes écoles, là, j'ai fait le choix de l'informatique. Et j'ai passé aussi le concours pour l'INPHB aussi en informatique. Pour un cycle long, ingénieur en informatique. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été retenue à l'université à Bobo-Djamé où je voulais faire médecine, mais finalement, j'ai été retenue en SFA. Donc, mon premier choix n'a pas marché. J'étais vraiment découragée. En grande école, j'ai été retenue en informatique, ce que je ne voulais pas. À l'INPHB, j'ai été retenue en informatique, ce que je ne voulais pas. Mais l'INPHB était la meilleure option pour moi. Parce que c'est une école d'excellence et autres. Ça a été la première étape. La deuxième étape pour entrer à l'INPHB, c'est qu'il fallait faire une interview. Bon, l'interview, normalement, j'ai envie de dire, elle est banale, elle est triviale. C'est-à-dire, les questions sont, tu as combien de frères et sœurs, etc. Donc, c'était une interview comme ça. Mais bizarrement, je n'ai pas été retenue finalement. Donc, le dernier choix qui me restait, c'était la grande école. Et encore, une autre anecdote que je vais donner, j'étais tellement découragée parce que j'ai été retenue en grande école que j'ai fait près de 3 mois sans aller au cours parce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas aller en grande école parce que je me suis dit après un tel parcours avec la motion, pourquoi aller. Bon, bref. Mais le choix s'est imposé aussi, j'ai envie de dire, pour des questions de finances. Donc, j'ai été forcée d'une certaine manière à embrasser ce choix-là. C'était la seule option qui me restait. Ok, parfait. Mais très souvent, quand tu fais les grandes écoles, c'est redouté d'être le meilleur des parcours universitaires, plutôt que d'aller à la fac où il y a des milliers d'étudiants, où souvent même la formation, c'est difficile d'avoir un encadreur auprès de qui tu vas mieux évoluer. Tandis qu'en grande école, les nombres sont réduits, la procédure de formation est encore plus proche des étudiants, ce qui favorise encore plus la compréhension et autres. En son temps, qu'est-ce qui fait que tu ne voulais pas aller en grande école par rapport au fac? Cet aspect-là, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, je vois bien. En fait, après être sorti du lycée Sainte-Marie, qui est un lycée vraiment où il y a la concurrence, il y a l'excellence, et tu as tous tes amis là qui vont par exemple en médecine, il y a d'autres qui vont au Maroc, que les parents envoyés en France, etc. Tu te dis, mais attends, moi je ne veux pas rester dans une grande école. En fait, j'ai envie de dire, c'était pas, peut-être pas orgueil, peut-être pas ambition, mais c'est pas, peut-être aussi c'était un choix de jeunesse, de Tout vouloir à peut-être faire comme les amis, voilà. Mais effectivement, comme tu le dis, je regrette pas d'être partie en grande école parce que ça m'a formé. Ça m'a formé à mon métier que j'aime énormément aujourd'hui, qui est l'informatique. Donc, je regrette pas la manière dont tout s'est passé. Je regrette rien à ça. Ok, parfait. Très intéressant. Je comprends qu'effectivement, dans la vague, quand on finit le baccalauréat, il y a certains effectivement qui vont à l'extérieur, certains aussi vont en médecine. Et surtout à notre temps, dans les années 2000, au début, c'était assez courant que quand tu finis ta formation de baccalauréat, tu t'orientes, en tout cas pour les plus brillants, vers la médecine, qui était on va dire, l'un des métiers qui étaient les plus prisés par les étudiants, surtout ceux qui étaient assez doués. Tandis que les domaines comme l'informatique, c'était assez nouveau. En tout cas pour nos pays, je ne sais pas si tu as fait également la même remarque, mais c'était assez nouveau. Et du coup, c'était pas très connu, notamment des parents, de nos entourages. Mais côté médecine, côté, on va dire, pharmacie et autres, c'était des domaines en tout cas plus considérés. Mais on voit que la tendance aujourd'hui, c'est en notre faveur.
pour ceux en tout cas qui ont fait l'informatique et autres. Donc, poursuivant toujours dans les questions, je m'en vais te poser cette question-là, qui est de savoir qu'est-ce qui t'a guidé dans ton choix de ce domaine d'expertise-là. C'est vrai, tu nous as expliqué que c'était pas l'une de tes premières options, mais j'ai cru comprendre que au choix du baccalauréat, tu as eu à indiquer aussi l'informatique comme étant une de tes options. Donc, pourquoi ce choix-là? Pourquoi c'était l'informatique? Est-ce que c'était ton entourage qui t'a motivé particulièrement à t'intéresser aussi à cette option d'informatique? Ou bien c'est dû à quoi exactement? Pourquoi pas de la géologie? Pourquoi pas on va dire de la finance, de l'économie, mais plutôt l'informatique? Oui, c'est vrai que ça a été l'un de mes choix. Déjà, je savais une seule chose, c'est que je voulais faire un métier euh, avec lequel je pouvais voir le résultat, en fait. Et ça, je suis comme ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne voulais pas être dans la théorie. Je ne pouvais pas faire la géologie, je ne pouvais pas faire, par exemple, je ne sais pas, la comptabilité. En fait, je pouvais pas, je voulais faire quelque chose qui produit un résultat que les gens allaient utiliser, en fait. Je voulais vraiment ce truc-là, ça. Il y avait ce truc-là en moi qui me dit, qui voulait ça. Donc, du coup, arrivé là, j'ai lu la description de toutes les filières. Il y avait l'informatique de gestion dans le temps, et puis il y avait l'informatique maintenance industrielle, un truc de ce genre. Mais j'aime pas aussi faire la maintenance. Ça, c'est vraiment pas mon fort. Donc, je voulais vraiment pas toucher aux machines, mais c'est pas, non. Donc, je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas alors l'informatique de gestion? Pourquoi pas faire un logiciel que les gens vont utiliser, voir mon œuvre? Quand les gens, quand par exemple, je vais voir mon application sur un ordinateur et que je vais voir les gens utiliser, je saurais que j'ai choisi quelque chose qui donne de la valeur, en fait. C'est sur cette base-là que j'ai fait le choix de l'informatique. Ok, je pense que c'est assez clair. On a presque tous eu cette ambition-là de faire quelque chose d'assez pratique et qui est concret, surtout en entreprise. Et pour continuer également, quel a été tes premiers pas dans le domaine professionnel? À partir du moment où tu as fini ta formation, comment est-ce que euh, tu as abordé le domaine professionnel? Quel a été ton premier boulot? Quelles ont été les difficultés que tu as eu à rencontrer juste après les études? Ok. Comme je le disais, après le BTS, mon tout premier boulot que je ne mentionne même pas dans mon CV, après le BTS, je suis allée dans un cabinet de développement informatique. C'était le cabinet du frère à mon papa. Mais en fait, ce qui est rigolo, pourquoi je ne le mentionne même pas dans mon CV, c'est que il y avait des ingénieurs là-bas et qui travaillaient sur un langage de programmation dont je ne me rappelle même plus le nom, mais qui étaient comme des féticheurs. C'est-à-dire, ils ne te laissaient même pas approcher la machine. Ils ne te laissaient même pas rentrer dans la salle de programmation. Et donc, c'est-à-dire, je partais là-bas le matin, je m'asseyais, le soir, je rentrais. Et j'étais toujours frustrée. Et chaque fois que je vois l'écran, le code, que je vais demander à un ingénieur, il me dit, ah, assieds-toi là-bas, après, on va voir ça. Ça a été mon tout premier boulot après le BTS. Maintenant, comme je l'ai dit, dès que j'ai commencé le cycle ingénieur, dès que je me suis inscrite quelques mois après, j'ai eu mon premier stage à la MUGEFSI. La MUGEFSI, c'est la mutuelle de gestion des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, une fois que tu es fonctionnaire en Côte d'Ivoire, automatiquement, l'État t'octroie une mutuelle qui te permet de faire tes soins à toi, à ton épouse et à tes enfants. Et c'est automatique. Donc, c'est quand même une grande structure. Comment est-ce que j'ai eu le premier stage? Je suis allée déposer une lettre de demande de stage. Je m'y attendais vraiment pas. Il faut dire déjà que je voulais faire, quand j'ai commencé à faire l'informatique de gestion, je voulais faire les bases de données. Donc, je commençais à me documenter sur Oracle. Quand ils m'ont appelé pour faire l'entretien, la petite anecdote que je veux donner, c'est que là, quand je partais, j'étais confiante parce que je me disais que non, moi, j'ai trop bossé des trucs sur Oracle. J'ai trop lu des trucs sur Oracle. Donc, qu'est-ce qui peut me poser un entretien que je vais pas trouver. Donc, j'arrive là et c'est le directeur informatique qui est un gourou sur Oracle qui me prend un entretien. Donc, le monsieur commence à me poser des questions sur les bases de données Oracle. 2, 3, 4, je réponds. Après, il rentre dans la programmation Oracle. Il me dit, mais
est-ce que tu sais qu'on peut faire des sites web avec Oracle? J'avais jamais entendu ça. J'ai commencé à perdre confiance en moi. Je lui ai dit non. Il me pose telle question en développement PLSQL. Il rentre dans certains codes un peu avancés. Finalement, j'ai fini par lui dire, monsieur, s'il vous plaît, je ne connais pas, mais je vais apprendre. Donc, le monsieur, J'espère que la personne n'a pas essayé de t'intimider. c'est moi qui l'ai essayé de m'intimider. Et donc là, dès que je lui dis ça, il se calme. 5 minutes, il me regarde et il me dit, OK. Donc, c'est là que je commence mon stage à la MUGFC. Ça a été un stage de 6 mois, mais ça a été vraiment, vraiment, vraiment intéressant parce qu'on était combien? On était 5? Non, on était 4. Et on a été vraiment, vraiment formés à la programmation sous Oracle parce qu'on a développé des projets, mais qui sont utilisés jusqu'à aujourd'hui par la MUGFC. C'était un stage formation. Chaque 16 heures, c'est-à-dire chaque 16 heures, on va dans le bureau du monsieur, il prend notre code, il lit, il prend le code de chaque personne, il fait il fait des critiques, il te donne des cours à lire. Le lendemain encore, tu viens, tu codes à 16 heures, on va faire le point. C'était vraiment un stage formation. Et ça a été, moi, je pense que ça a été ce stage-là qui a orienté ma carrière. Parce que après, plus tard, je vais t'expliquer pourquoi ce stage-là m'a permis d'être là où je suis. Ok, c'est très intéressant ça. Alors, on sait que actuellement, puisque avant c'était pas le cas, actuellement ce qu'on constate c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sortent des universités et écoles de formation et à partir du moment où ils franchissent les portes de l'école, ils se rendent compte que le monde de l'emploi c'est un nouveau monde avec pas mal de difficultés qu'il va falloir surmonter, et notamment la première qui consiste à décrocher soit son stage, soit son premier emploi. Et c'est actuellement quelque chose qui est très délicat. Certains, en tout cas, dès la sortie, parviennent à décrocher quelque chose dans l'immédiat, mais il y a d'autres aussi qui peinent, qui prennent beaucoup de temps à trouver un bon stage. Ils font des dossiers de candidature en béton, ils font de leur mieux, mais c'est très difficile de décrocher un emploi. Alors, quel est toi ton conseil pour ceux-là, par exemple, qui se trouvent dans ces difficultés-là? Et particulièrement pour toi, comment ça a été pour que dès la soumission de tes premières demandes de stage, tu as pu rapidement décrocher quelque chose? Comment est-ce qu'il faut procéder? Quel est ton conseil pour cela? Ok, effectivement, le problème que tu soulèves il est vraiment réel. Ce que je peux dire, déjà moi j'ai envie de dire, j'ai eu de la chance, sinon c'est la grâce de Dieu. Parce que effectivement, j'ai déposé des dossiers avec des camarades de classe, mais Dieu a voulu que peut-être moi je puisse rapidement entrer dans le monde de l'emploi, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde et c'est vraiment difficile ces temps-ci. Mais ce que je peux donner comme conseil, c'est que contrairement à notre temps, aujourd'hui, il y a beaucoup de startups. Et quand tu choisis d'embrasser la carrière de développeur informatique, le plus important, je donne le conseil que quelqu'un m'a donné, c'est pas l'argent. Non. Dès le départ, tu cherches pas forcément à avoir un stage rémunéré. Dès le départ, ce que tu cherches à avoir, c'est la connaissance. Et tu vas t'orienter vers des groupes de jeunes qui ont des startups, qui travaillent peut-être dans les salons, dans les garages. Ça existe, même ici en Côte d'Ivoire. Et tu t'approches d'eux. Tu vas apprendre par exemple le développement mobile, tu vas apprendre les développements des services. Et très tôt, quand tu vas commencer à faire du code, 1, 2, 3, 4 projets, après quand tu vas refaire ton CV et soumettre, tu vas te rendre compte que tu pourras avoir plus facilement des stages. Parce que le problème des entreprises, c'est ça. C'est que ils se disent, ils ne peuvent pas prendre quelqu'un là maintenant, le former, ils n'ont pas le temps pour ça. Donc, ils ont besoin de quelqu'un qui a la base. Mais comment avoir la base si eux, ils ne donnent pas la formation? Dieu merci, maintenant, il y a des startups. Il y a des jeunes qui se mettent en groupe et qui travaillent sur des projets. Donc, moi, j'encourage ces jeunes aujourd'hui, par exemple, qui n'arrivent pas à trouver les premiers stages dans des entreprises de renom ou autres, d'aller vers les startups pour réellement apprendre le métier de l'informatique. Merci beaucoup pour ces conseils. Alors, pour continuer également, tu nous disais tout à l'heure que tu as eu ton premier stage, ton premier emploi, c'était à la première année de ton ingénierat. Alors, c'est bien ça? Oui, oui, c'est bien ça.
Ok. Alors, comment est-ce que tu as procédé? Parce que si je comprends bien, tu faisais à la fois les cours de l'ingénierat et tu faisais le stage. Et le stage, ça a duré au moins 6 mois. Donc, c'est-à-dire, en ce moment, tu faisais à la fois la formation et également le stage en parallèle. Comment est-ce que tu as procédé? Parce que ça pourrait être également un exemple pour les plus jeunes. Peut-être au lieu d'attendre carrément de finir sa formation et de chercher à avoir un stage, on peut à la fois essayer de trouver quelque chose qu'on fera en parallèle avec la formation pour au moins avoir de l'expérience dès la fin de son master ou de sa licence. Oui, je les encourage énormément à le faire. Et ça, c'est le conseil d'un aîné qui travaillait à Orange Côte d'Ivoire, qui était DB à Orange Côte d'Ivoire, qui me disait, dès que tu vas t'inscrire dans ton cycle ingénieur, en midi et deux, ou bien en deux coups, quand les professeurs ne sont pas là, descends, et il me tirait mes CV. Il me dit, descends et va, puisque l'école est au plateau, va dans toutes les entreprises aux alentours et dépose tes CV. Donc, il m'avait tellement dit ça que je le faisais. Et quelquefois, même, il y a des camarades qui me disaient, mais pourquoi chaque fois tu descends, tu vas où, tu t'absentes? Et il dit, ah, mon cher, moi, je vais déposer des demandes de stage. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, un de mes amis qui m'a répondu, mais on n'a pas encore fini. Il dit, mais chacun a son plan. Et j'écoutais en fait les conseils de l'aîné. Et Dieu merci, ça m'a aidé. Dès que j'ai eu mon stage, je suis passée au cours du soir. C'est-à-dire, le matin, j'allais au stage. Le soir, je partais au cours. Donc, j'étais plus au cours du jour comme un étudiant normal, mais j'avais basculé au cours du soir. Il m'avait mis dans le soir. Donc, j'arrivais à aller au stage et aller au cours. Mais ce qui est intéressant dans cette manière de travailler, c'est que à l'école, tu avais la théorie. Et le matin, quand tu partais, tu pouvais toucher réellement ce que le professeur te disait. Du coup, quand tu retournais le soir sur les bancs, quand le professeur expliquait certaines choses, tu comprenais encore mieux. Et ça te permet de maîtriser la théorie et en même temps la pratique. Donc, j'encourage tous ces jeunes-là qui vont à l'école à ne pas dire, bon, je vais attendre par exemple d'avoir la licence ou bien je vais attendre d'avoir mon master avant d'aller déposer. Non. Vous pouvez faire comment on appelle ça, aller à l'école et en même temps avoir un stage, surtout en informatique. Le conseil que je donne, il faut beaucoup pratiquer. La théorie, c'est bon en informatique. C'est bon, il n'y a pas de problème. Mais quand tu ne pratiques pas, tu vas être un grand théoricien et très vite, les choses vont t'échapper. Donc, je les encourage à déposer des lettres de demande ça, à ne pas se décourager. Je l'ai déposé, je me rappelle, je déposais et je disais à ce grand frère-là, mais Mano, je dépose, mais on ne m'appelle pas. Il me dit, mais tu as déposé combien? Je lui dis, mais je veux 30 000, mais toi, je t'ai dit, dépose. Tu peux déposer 100. Si tu es fatigué, dis-moi, j'ai tiré les CV pour toi au bureau, je vais te donner. Donc, déposez 100, 200, 300, il y a au moins une entreprise qui a vous appelé. Tout à fait. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Dès la sortie, quand on fait 10, 15 dépôts de dossiers, on se met à attendre, on se dit que voilà, j'ai déjà déposé assez. Normalement, si tout va bien, dans les 15 heures, au moins un qui va m'appeler. Mais ce n'est souvent pas le cas. Il peut arriver que parmi tes 15 dépôts, tu ne sois pas retenu. Et beaucoup vont se décourager que non, j'ai eu à déposer des vingtaines de demandes et que ça n'a pas marché. Mais effectivement, comme tu l'as dit, il ne faut pas se décourager là-dessus. Il ne faut pas hésiter à continuer à déposer une centaine. Pourquoi même pas plus? Tant que tu n'en as pas, en tout cas, c'est ton premier boulot, on va dire. Donc, tu te concentres là-dessus, tu fais tout ce qu'il faut. D'ailleurs, même, on va dire, pour ma propre expérience, quand je déposais mes dossiers et que ça ne marchait pas, ce que j'avais comme habitude, j'avais cette habitude-là, en fait, d'appeler les entreprises auprès desquelles j'ai déposé mon dossier, essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, essayer d'avoir leur avis, en fait, sur mon dossier et s'il y a des choses qui manquent ou bien s'il y a des gens qui ont été pris, j'essaie de comparer mon profil avec leur profil pour voir en fait qu'est-ce qu'ils avaient de plus que moi. Et je capitalise en fait ces expériences-là que je vais reverser dans d'autres dossiers que je vais éventuellement déposer ailleurs encore. Et de fil en aiguille, tu finis par parfaire ton dossier et partout maintenant où tu vas aller déposer, même si tu n'as pas été retenu, tu seras au moins appelé pour un entretien, tu seras au moins contacté et ça fait que te perfectionner au fur et à mesure, à mon avis. Et donc, pour continuer, si tu n'as pas d'autres choses à ajouter là-dessus.
Non, non, je pense que ça va. Parfait. Donc, je disais que, donc, pour poursuivre, il y a une difficulté particulière, en fait, que les plus jeunes rencontrent et que peut-être à notre temps, on n'a pas eu à rencontrer. Et il s'agit, en fait, de trouver les moyens pour pouvoir subsister pendant cette phase où on fait des stages ou bien on fait ses premiers boulots qui ne sont pas très bien rémunérés. À titre d'exemple, effectivement, quand tu décroches ton premier stage, tu peux être souvent rémunéré de façon vraiment minimale, voire 25 000, 30 000, voire 50 000 même souvent. Juste des petites sommes pour peut-être te soutenir qui ne suffisent pas nécessairement pour rien que pour ton transport, également pour ta ration quotidienne. Et c'est une situation assez difficile pour certains, en tout cas, qui se trouvent dans des difficultés financières. Alors, pour cet aspect-là, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil pour eux pour quand même les permettre de mieux tenir dans de telles situations? Waouh. Waouh, ça c'est difficile. C'est difficile, mais c'est un fait. Je dis c'est difficile parce que, en fait, il y a un piège il y a un piège dans ce problème, dans cette difficulté-là. Je m'explique. Quand j'étais en cycle ingénieur, j'avais un ami, et c'est vraiment un ami, avec qui on faisait le coup. Et à un moment qui a commencé à avoir ces difficultés-là, qui a arrêté le cours et qui a commencé à faire des petits boulots. Et je me rappelle que je lui ai dit une fois, si seulement tu peux avoir ne serait-ce que le transport, ou bien ne serait-ce qu'un stage, et continuer à aller au cours, bien aller au stage, je pense que si tu arrives à manger de là où tu es, c'est déjà l'essentiel. En tant qu'étudiant, tu peux pas chercher à avoir une certaine somme, une certaine aisance de vie. Il faut juste, moi je pense, en tout cas, peut-être ça sera difficile, peut-être les gens vont pas le prendre comme moi, ça c'est mon point de vue, et je vais le détailler. En tant qu'étudiant, ou bien quand tu commences à rentrer dans la vie active, si déjà tu es en famille, ou bien tu arrives à vivre chez quelqu'un, où tu payes pas de maison, où tu manges, surtout dans le domaine informatique, faut pas te mettre dans une logique de petit boulot. Parce que rapidement, ça t'éloigne de l'informatique. Et l'informatique est ingrat parce qu'il évolue chaque jour. Tu seras perdu. Donc, je lui ai fait cette remarque-là, mais il n'avait pas bien pris dès le départ. Mais jusqu'aujourd'hui, au jour où on est en train de faire cet entretien, il n'a jamais conçu d'application du début à la fin parce que il n'a jamais eu le temps de pouvoir exercer réellement son métier. Il était tout en train de chercher de quoi payer sa maison, parce qu'il a dû quitter peut-être la maison là où il était. Il a pris sa petite maison, de quoi payer ses factures. Donc, il est resté dans les histoires des petits boulots jusqu'à aujourd'hui. Donc, mon point est ceci. Autant que tu penses pouvoir te gérer, comme tu as dit, peut-être avec comment on appelle, la bourse qui te donne pour ton transport ou ta ration quotidienne, et bosser comme il se doit, je pense qu'il faut le faire. Mais si c'est vraiment compliqué, tu viens d'une situation compliquée où tu es obligé toi-même de payer ta maison, de payer tes études, là, c'est un cas exceptionnel. Donc, même quand tu seras en train de faire des petits boulots pour compenser ça, mon conseil que je donne, c'est de vraiment ne pas perdre de vue son objectif. Son objectif, c'est d'être un bon développeur. Donc, si le matin, tu vas faire tes petits boulots. Le soir, c'est que tu seras pas comme tes amis à te coucher à 19h. Tu vas bosser, tu vas coder jusqu'à minuit. Ça sera un peu difficile pour toi, mais c'est la vie. Ce sont des choses qui arrivent. Il faut être courageux. Je connais un jeune avec qui j'étais dans le même quartier, qui était en terminale et le soir, qui faisait un boulot de gardiennage pour nourrir sa maman qui est veuve, c'est-à-dire il a perdu son père et ses petites soeurs. Mais aujourd'hui, où on parle jeune, il est devenu instituteur. Il a enlevé sa famille de la situation dans laquelle ils étaient. Il a une bonne situation, mais parce que c'était quelqu'un de vraiment discipliné. Donc, la clé, si la vie t'a mis dans une situation difficile et que vraiment tu veux être développeur et ça t'amène à faire des petits boulots, je pense qu'il faut être discipliné.
il faut être vraiment discipliné. Il ne faut pas se laisser traîner comment j'ai envie de dire, par certaines facilités. Il faut être discipliné. Ça sera difficile. Mais avec un peu de courage, je pense qu'on pourra y arriver. Ok, excellent conseil. Alors, continuons toujours dans ce même sens. Tu nous as un peu parlé de ton premier boulot. Comment a été la suite? Quels ont été les autres boulots que tu as enchaînés au fur et à mesure et quels conseils est-ce que tu voudrais donner aux plus jeunes dans ce sens? Comment est-ce qu'il faut s'organiser pour obtenir le boulot de ses rêves, le boulot auquel on aspire tous? Quelles sont les différentes difficultés auxquelles on peut s'y attendre avant d'obtenir son boulot idéal? La question tombe très bien, un moment bien choisi. Donc, comme je disais précédemment, je disais que le premier stage a été un tournant marquant de mon histoire professionnelle. Pourquoi? Parce que après ce stage-là, j'ai été contactée par une entreprise, mais qui était plutôt du style start-up. Donc, le matin, j'arrive à l'interview, je vois plus de 20 développeurs dans la salle, plus de 30 même. Des gars qui viennent avec des sacs au dos, des lunettes, des Macs. Moi, j'avais même pas encore de PC, hein. Donc, je viens là, je suis là, j'attends mon tour. Et je les vois qui ressortent rapidement, rapidement, rapidement. Après, je rentre et je vois un jeune qui est assis en face de moi, un Camerounais, qui me pose une seule question en base de données. C'était sa première question d'ailleurs. C'était facile parce que je venais de faire un stage sous Oracle et tout. Donc, je lui réponds. Et là, il fait un soupir, il dit purée, c'est pas possible. Depuis ce matin, je pose la question à tous ces développeurs-là, je n'ai pas la réponse. Je ne me rappelle plus bien de la question en fait. Et que là, lui pense que l'entretien est bon, qu'il me garde. Je peux commencer là maintenant. Donc en fait, si j'avais pas fait ce premier stage où j'étais pas rentré en profondeur sur les bases de données, parce que la question était un peu piège. Je pense, je me rappelle. En fait, c'était, bon, je me rappelle plus bien de la question, mais c'était subtil. C'était subtil. C'est comme par exemple, les gens ont tendance à faire des abus de langage. Comme par exemple, on dit un font. Le font en informatique, c'est le dossier qui est créé quand, par exemple, tu es en train de faire un site web et c'est là où tu héberges les typefaces, en fait. Donc, par exemple, quand tu dis font Arial ou bien font Times New Woman, ça n'existe pas. Parce que font, c'est un dossier. Donc, en fait, c'était sur ce genre de questions-là, mais en base de données. Et moi, je suis lui donner la réponse et il était vraiment content. Mais ce stage, quand je l'ai commencé, il m'a dit, tu fais base de données, mais moi, je vais faire de toi un développeur Java. J'avais jamais fait de Java dans ma vie. Et il a commencé à me former en C-Sharp. Il me donne un projet de réservation de voyage. Il me laisse là et il me dit, je sors, je viens à midi. Je veux que tu me fasses la page de connexion en C-Sharp. Quand je reviens, c'est fait. Si c'est pas fait, tu rentres chez toi. Puis oui, mes yeux avaient commencé à Wow, ouvrir. c'était une grande pression. C'était une grande pression. Il Mes yeux s'attendait avaient à ce qu'il fasse des preuves. Voilà, donc, Dieu merci, il avait un peu tardé, il est venu à 14 heures. Donc, jusque-là, Quelle chance. quelle Donc, tu as eu chance. 2 heures de plus. Il y a eu 2 heures de plus. J'ai pu faire sa page, bien, il est venu. Et le monsieur, il m'a apprécié comme ça, il m'a pris sous sa coupole. Il m'a formé en développement C-Sharp, il m'a formé en développement mobile, il m'a formé en développement Java. Et en un an, on nous payait, comme je t'ai dit, on nous payait que la prime de transport. Quand je venais, je me rappelle de cette année-là parce que c'était vraiment l'année de ma formation. C'est comme ça que moi je l'appelle. J'avais un collègue avec qui je m'entendais très bien. On venait le matin, on prenait une grande tasse de café et on codait jusqu'à 14 heures. On n'avait pas l'argent. À 14 heures, on sort lui et moi et on va acheter du gaba. C'est une nourriture en Côte d'Ivoire, c'est de la ticket, du poisson thon. Et on s'empiffait des gabas pour ne pas avoir faim. On remontait, on prenait du café, on bossait jusqu'à 21 heures. On prenait le bus et on rentrait ensemble à Koumassi. J'ai fait ça pendant Ouais, près de 2 ans. super. Et c'était vraiment un collègue. Il y avait une certaine complicité entre lui et moi. Donc, en 2 ans, on est monté rapidement en compétences. Du coup, le même gars qui m'a recruté, il nous laissait les projets maintenant. Donc, on faisait des réunions avec le DG. Parce que, comme je le disais tantôt, l'informatique,
c'est que la pratique. Plus tu fais de projets, plus tu as la maîtrise, parce que tu rencontres des erreurs, tu apprends rapidement, tu t'en sors. Il nous laissait maintenant, ça dit, il vient, il met le projet. Bon, il nous appelle, Josias Mech, venez, il nous donne le projet, il s'en va. On se mettait au tableau, on faisait la conception et on aimait faire les conceptions les vendredis soirs. Le DG, c'était un blanc. Il vient, quand il nous voit bosser les vendredis soirs à 19h, il est content, il dit, mais c'est pas possible. Comment tu peux trouver 2 genoux les vendredis soirs en train de faire la conception des projets? Mais on aimait ça. On faisait les conceptions au tableau, on se taquinait. L'informatique, c'est-à-dire, ça nous avait envahi. C'était notre vie. Je rentrais les soirs à 22h à la maison. Quelquefois, maman me regardait et me dit, mais ça, c'est quelle vie, ça? Mais je m'en foutais. J'avais la joie à le faire. On faisait 2 mois sans être payé. Mais on demandait même pas l'argent. Après, le Camerounais qui m'a formé en question a quitté l'entreprise. Il allait dans une autre entreprise et là, il m'a débauché, il m'a fait venir là. Mon salaire a juste augmenté juste un peu. Arrivé là-bas, encore, je suis arrivé là-bas, c'était le PHP qui faisait, alors que moi, je faisais le Java. Il m'a mis sur un projet PHP et je devais lui faire un compte rendu en fin de semaine et j'arrivais pas, comme on dit chez nous ici, là, je tapais poteau en PHP. Donc, un soir, devant tout le monde, toi, tu me débauches, tu m'envoies dans une entreprise et devant tout le monde, tu me descends. Il m'a descendu correctement. Il m'a dit, mais c'est que tu vaux rien. Si seulement, ça dit que toi, si ce n'est pas le Java, tu ne peux pas faire autre chose. Si ce n'est pas le Java ou bien .NET, tu ne sais pas faire autre chose. Moi, je te donne un petit projet en PHP, tu n'arrives pas à faire du code PHP. Mais c'est que, mec, j'ai perdu mon temps sur toi. J'ai dit, j'avais les yeux rouges. Je venais à peine d'arriver devant les gens. Et il va me dire, tant que tu n'es pas indépendant d'un langage, pour moi, tu n'es pas un développeur. Sa phrase m'a marqué. Donc, je me suis rendu compte que le développement, en fait, ce n'est pas le langage, mais c'est la logique. Le langage, ce n'est qu'une façon d'exprimer la logique que tu as, ton algorithme est la logique du code, en fait. Donc, si tu me donnes un problème, que je sais de manière séquentielle comment arriver à résoudre ce problème, que tu me dises de le faire en Python, en PHP ou en truc, il me faut juste connaître, par exemple, comment en Python on déclare les variables, on fait les boucles, etc. Je peux te faire n'importe quel programme. Donc, je me suis rendu compte finalement que c'était ce qu'il voulait me faire comprendre. Effectivement, je suis montée rapidement en compétences en PHP, après on a fait des CMS comme Joomla, etc. Et arrivé un moment, il m'a dit, je pense que tu es prête maintenant. Et là, je l'ai laissé, je suis allée dans une autre entreprise où j'ai été pris en tant que team lead. C'est-à-dire, je gérais une équipe de 4 développeurs sur un projet de Java, de gestion des officines de toutes les pharmacies de Côte d'Ivoire. On a travaillé sur le projet. Là encore, je te promets, Faisal, je partais au travail, je pouvais partir au travail le lundi avec ma brosse à dents dans mon sac et puis je pouvais retourner à la maison le vendredi. Je te promets. Wow. Quelle passion. C'est très intéressant ce que tu nous racontes là. Je te promets. Ça dit, je restais là pour veiller. Et le matin, je me rappelle une fois, je suis restée pour veiller parce que les clients devaient venir le lendemain on devait leur faire une démo. Et le matin, parce que l'entreprise était en duplex, donc moi j'étais en haut pour veiller. Le matin, quand je descendais, tout le monde était là, ils ont commencé à applaudir. J'ai eu les larmes aux yeux parce que le DG, en fait, leur avait dit que je faisais trop d'extra pour le projet. Ils ont commencé à applaudir. Il y a les femmes de l'entreprise qui sont venues me voir, félicitations, que vraiment c'est rare de voir ça. Et donc, l'équipe même que je gérais a commencé à avoir cette habitude-là. Donc, les soirs, quand on faisait le point, j'ai dit, ah les gars, vraiment, voilà où nous en sommes. Voilà le deadline qui nous a été donné. Les gars me disaient automatiquement, bon, on veille. Et on avait l'habitude de veiller. On a porté le projet vraiment, vraiment, comme si c'était le nôtre. Et quand les clients même venaient en entreprise, la première personne qui demandait, mais où est Match? Parce que j'avais pris le projet à cœur. Ça, c'est un conseil que je donne aussi à mes jeunes frères. Quand on vous confie un projet, faites-le comme s'il était pour vous-même. Ne venez pas d'une entreprise attendre votre paye à la fin du mois. Parce que quelqu'un m'a dit un jour, un bon joueur ne manque jamais d'équipe. Mais plus tu codes, tu deviens meilleur. Donc, prends le projet comme si c'était une manière pour toi ou bien un challenge pour devenir encore meilleur. Si tu mets du cœur à l'ouvrage, il n'y a pas de raison que ta vie ne change pas. Ce n'est pas possible.
C'est pas possible. C'est pas possible. Celui qui vit ça, qui vient me dire, tu prends le projet des gens comme si c'était le tien. Tu bosses comme si ça dit, ta vie dépendait de ce projet-là. Je dormais là-bas. Je venais des habits, des brosses dans mon sac. Quelquefois, je me lavais. Peut-être même il y a d'autres qui se moquaient de moi, mais moi, j'étais dans une logique. J'étais dans mon monde et puis j'aimais ça. Après, j'ai quitté l'entreprise. J'ai été contacté par une start-up au Bénin parce qu'un collègue avec qui j'étais dans l'entreprise précédente où je veillais, je venais avec ma brosse, là, il a parlé de moi à un jeune qui est consultant à BNP Paribas en France. Et ce jeune-là, il faisait son entreprise au Bénin. Et le jeune m'a contacté, il m'a payé le billet d'avion, il m'a payé l'hébergement, il m'a tout payé, il m'a dit de venir travailler sur son projet. Pour dire que quand tu es en train de travailler sur un projet, quelqu'un te voit. Même si tu penses qu'on ne te voit pas, quelqu'un te voit. Et si tu travailles bien, quelqu'un va parler de toi à quelqu'un. Et un jour, ta vie va changer. Et moi, je n'avais jamais pris l'avion. On me paye le billet, on me paye l'hébergement, on me paye tout. On me dit, viens coder. Mais c'est ce que je sais faire et c'est ce que j'aime faire. J'ai pris l'avion, je suis parti. J'étais logé tout. J'ai travaillé sur un projet de réservation de voyage. Celui-là encore, il m'a formé parce que lui-même, il a des formations architecte informatique. Donc, il m'a formé à l'architecture. Il m'a formé à l'architecture orientée service. Il m'a appris à développer en orienté service. Et une chose en entraînant une autre, c'est cette façon de travailler là, je pense en tout cas pour ma part, qui m'a permis de rentrer aujourd'hui à la Banque africaine de développement. Parce que euh, ça m'a donné une vision un peu plus large de l'informatique. Aujourd'hui, quand j'ai un projet, je ne pense pas, je pense d'abord architecture avant de penser code. Vous voyez, mais ce n'est pas le travail d'une journée ou bien d'un mois ou de trucs. Je parle depuis mon parcours, depuis la MUGFC jusqu'à aujourd'hui. Et même au Bénin où j'étais, j'ai fait 3 jours de veille avant de faire sortir la première version de ce projet de réservation de voyage. J'ai fait 2 semaines couchées où j'ai fait une hypotension. Mais quand tu aimes quelque chose, quelles que soient les retombées, quelles que soient les maladies, quel que soit le coup de fatigue, tu ne peux pas t'empêcher en fait. Donc, pour dire finalement, il faut avoir la passion dans ce que vous faites. Il faut aimer ce que tu fais. C'est un peu Tout tout. à fait, tout à fait. C'est un bel exemple, en tout cas, de passion que tu viens de nous exposer là. On voit à quel point, en tout cas, tu étais passionné du domaine et du travail dans lequel tu es engagé jusqu'à aujourd'hui. Et en même temps, quand on écoute ce que tu nous as exposé, qui est très intéressant, on comprend à quel point aussi ce phénomène-là, que je qualifierais de mentorat, est très important. Je dis ça pourquoi? Parce que comme tu nous l'as bien expliqué, à un moment donné, tu as vraiment fait tes preuves. Tu as été passionné, tu as travaillé durement et ça a montré aux yeux de ceux avec qui tu travailles que tu es quelqu'un qui est vraiment engagé dans ton domaine et tu souhaites vraiment aller loin. Et je me dis que c'est peut-être l'une des raisons qui a conduit euh, le chef de projet ou je dirais même le chef de service qui t'a pris, comme tu l'as dit, sous sa coupole et qui t'a appris beaucoup de choses et également, bien sûr, les autres opportunités qui sont venues par la suite ont bénéficié de ce type de mentorat. Alors, pour revenir en fait sur cette façon de faire les choses, qu'est-ce que tu penses de ce phénomène-là de mentorat? Parce que très souvent, on sort de l'école, on a du mal à faire ses premiers pas, on ne sait pas comment s'y prendre, ou bien on rencontre des difficultés, on ne sait pas comment s'en sortir de là. Alors, il serait intéressant d'avoir quelqu'un qui est déjà dans le domaine, qui s'y connaît très bien, pour t'accompagner, chose qui n'est pas toujours évidente. Comment est-ce que tu appréhendes cette façon de faire là? Tu encouragerais peut-être les seniors à essayer d'accompagner les plus jeunes ou bien les plus jeunes à se tourner un peu plus vers les seniors pour les demander de les mentorer? Comment est-ce que tu appréhendes ce monde-là? Oui, oui, dans les deux sens. J'encourage les seniors à donner un coup de pouce aux plus jeunes parce que on nous a tous donné un coup de pouce, ça c'est clair. On n'est pas né avec l'informatique. Et en même temps, j'encourage les plus jeunes à aller vers les seniors. Ça dit, quand tu vas dans une entreprise,
Ne viens pas faire seulement ton boulot et puis tu prends ton sac, tu rentres chez toi. Parce que toi, tu sais que tu viens de commencer et tu as besoin de connaissances. Donc, tu essaies de cibler un senior avec qui, par exemple, tu as eu un ou deux échanges. Tu viens vers lui. Ah, excuse-moi, est-ce que je peux t'aider sur une ou deux tâches? Il est débordé. Il peut te dire, bon, ok, tu sais faire ci. Non, je ne sais pas faire, mais si tu m'expliques, je pense que je peux y arriver. Et moi, j'ai connu un camarade comme ça, et aujourd'hui qui est en France, à la base, qui était seulement développeur web. Ça dit, il faisait le CSS, HTML et jQuery. Il ne fait pas du Java. Et quand j'étais dans une entreprise AS Consulting, il est venu dans mon équipe. Mais c'est quelqu'un qui demande beaucoup. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Est-ce que je peux t'aider? Et il est prêt en fait à donner un coup de main, même quand il ne connaît pas. Non, explique-moi juste. Je pense que je peux y arriver. Mais aujourd'hui, je te parle, il fait du Python, il fait du Java, il fait du PHP. Et une entreprise l'a débauché en France. Donc, il faut aller vers les gens. Il faut demander, il faut proposer son aide. C'est très important parce que tout le monde est surchargé au travail. Et si quelqu'un te dit, mais est-ce que je peux t'aider? Personne ne va refuser, évidemment. Mais pendant que tu es en train de l'aider, en fait, tu es en train de croître. Donc, les jeunes allaient vers les seniors. Les seniors aussi, il faut pas repousser les jeunes. Il faut les aider. Et c'est pour ça que j'aime bien ton initiative parce que aujourd'hui, peut-être, on explique nos expériences, ce qui peut-être va leur donner du courage, la chaleur, leur dire ils sont pas les seuls à vivre cela, ou bien ils n'ont pas été les premiers à vivre cela et à continuer. Mais je pense que plus tard, tu vas aller encore plus loin en mettant peut-être les seniors et les débutants en relation pour qu'on puisse vraiment les aider réellement sur des projets, etc. Donc, moi, j'encourage vraiment et vivement le système de mentorat. Super. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Et à titre d'exemple, à la fin de cet enregistrement-là, on pourra également te demander de fournir éventuellement des contacts, si tu le souhaites, bien sûr, par lesquels les plus jeunes ou ceux qui sont... On parle des plus jeunes, pas nécessairement les plus jeunes, parce qu'il y en a qui sont de notre âge, peut-être qui sont en train de faire leur premier début dans l'informatique. Donc, pourquoi pas que ces derniers-là puissent éventuellement nous contacter, te contacter pour des conseils, pour des besoins ultérieurs, je dirais. Donc, sur ce, pour continuer, une autre question qui va concerner un peu le milieu de l'emploi dans le pays où tu résides actuellement, notamment la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que tu appréhendes ce milieu de l'emploi-là? Est-ce que c'est très difficile? Est-ce que les choses là-bas, ça avance beaucoup dans le domaine de l'informatique? Y a-t-il assez de startups qui facilitent notamment l'intégration des plus jeunes? Euh, Est-ce que la fonction publique aussi, est-ce que ça représente une opportunité? Les grandes sociétés qui sont installées en Côte d'Ivoire sont-ils assez accessibles? Et également la mobilité des, des professionnels de la Côte d'Ivoire dans la sous-région. Comment est-ce que tu appréhendes cela? Et même au-delà de nos frontières, comment est-ce que tu appréhendes cela? Bon, le monde professionnel en Côte d'Ivoire ou bien le milieu de l'emploi en Côte d'Ivoire est à l'image de ce qui se passe un peu dans la sous-région. J'ai envie de dire, c'est mi-figue, mi-raisin. Parce que, bon, il y a beaucoup de jeunes diplômés qui n'ont pas forcément, qui n'arrivent pas forcément à se trouver une place dans les entreprises, même dans la fonction publique. Mais en même temps, je pense qu'il y a un éveil des startups. Il y a assez de startups qui sont en train de se créer. Et donc, tu vois maintenant des jeunes se mettre ensemble, travailler. Et ça leur ouvre quand même ça leur donne des opportunités. Et en même temps, il y a une ruée des professionnels j'ai envie de dire, puisque c'est de l'informatique qu'on parle et c'est le milieu que je maîtrise, de l'informatique vers l'extérieur. Il y a beaucoup de recrutements qui se font ici vers l'extérieur. Il y a des entreprises étrangères qui recrutent beaucoup des jeunes Ivoiriens. Mais en même temps, le problème, moi je pense que la base du problème, c'est aussi la compétence. C'est vrai que les choses sont un peu serrées, mais comme quelqu'un m'a dit un jour, je le répète, peut-être c'est un peu difficile, c'est que même quand c'est difficile, il faut t'arranger de sorte à être au-dessus de la moyenne.
Parce que si c'est difficile et que tu es dans la moyenne, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu vas passer dans les filets. Mais quand tu es excellent, quelque chose va se passer. Tu pourras avoir une position. Comprenez donc, il faut pas faire l'informatique superficiellement. Ça, je reviens encore là-dessus. Même quand on dit qu'il n'y a pas de travail, c'est difficile, les choses sont comme ci, les choses sont comme ça. Je pense que la base aussi, c'est un peu la compétence. Si je reviens à l'expérience à laquelle j'étais dans la deuxième entreprise où mon chef de service a fait l'entretien du matin jusqu'au soir parce qu'il posait une question en base de données qu'il n'arrivait pas à trouver des réponses. Vous voyez que quelque part, on cherche, on cherche des gars pour développer, mais on ne trouve pas forcément le minimum de compétences qu'il faut. Donc, il faut que les jeunes se forment. Il faut que les jeunes se forment et qu'ils poussent un peu loin les choses. Parce que l'informatique évolue très vite. Il ne suffit pas de s'asseoir, de faire des sites web et puis de dire, bon, non. Il faut pousser les choses. Il faut pousser les choses. Je pense que le marché peut être difficile, mais on crée le marché. Voilà. Tout à fait. Tu abordes des aspects très, très intéressants, en tout cas, je pense, pour ce qu'on est en train d'essayer de faire à travers cette plateforme-là. Et la chose sur laquelle je voudrais m'attarder, c'est notamment ce que tu viens de dire tout à l'heure, qu'il ne suffit pas en fait d'être juste moyen, il faut être excellent. Je m'en vais également soutenir cette idée par cette petite anecdote-là. C'était en 2011, je pense, hein, en 2011. Et j'ai un oncle qui est un dévancier du domaine de l'informatique. Il est là-dedans depuis très longtemps et il a même sa structure qu'il avait créée après avoir travaillé dans beaucoup d'autres entreprises. Il s'est mis à son propre compte et avec qui j'avais l'habitude d'échanger de temps en temps quand j'avais quelques difficultés et notamment quand j'avais fini mon master et j'essayais de m'intégrer côté professionnel. Par exemple, pour les dossiers de candidature, j'essayais de lui envoyer pour avoir son avis là-dessus. Et une fois, j'ai constitué un dossier, en tout cas, qui, à mon sens, était parfait, parfait. J'avais fait un bon CV, une bonne lettre de motivation, bien écrit et tout ça, avec assez de design même là-dedans, et je lui ai envoyé. J'étais fier de l'envoyer ça. Et en l'envoyant, j'ai écrit un petit message sur Gmail en mettant en copie, en attaché les différents fichiers en question. Et quand je lui ai envoyé, figure-toi que il m'a ramené un message plein de critiques. Et dans l'immédiat, quand j'ai lu le message, j'étais abasourdi. Pour moi, ce qui comptait le plus, c'était le CV, c'était la lettre de motivation que je lui avais envoyée. Alors que le message que j'ai écrit, que je lui ai transmis, il y avait plein de fautes. Il y avait plein d'erreurs là-dedans. Et il n'a pas hésité à me lessiver proprement là-dessus en disant comme quoi dans la vie, il ne faut pas essayer de faire de l'à peu près. Quand tu veux faire quelque chose, il faut le faire de façon propre, très bien fait. Et depuis ce temps, à chaque fois que je fais quelque chose, ça me revient en tête que, voilà, il ne faut pas juste vouloir être moyen comme tu le dis, C'est ça. mais plutôt essayer d'être plutôt excellent. Et c'est un très bon conseil. Je pense que les plus jeunes l'auront capté et ils en feront bon usage. Donc, pour continuer, euh, je voudrais te demander, est-ce que tu es particulièrement engagé dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu es engagé à ton propre compte actuellement? Et quelle est également ta vision de ce milieu-là? Quel conseil as-tu à donner à ceux qui voudraient s'y engager? Oui, oui, j'ai envie de dire, depuis peut-être 4 ans ou bien peut-être même 5 ans, déjà, je mûrissais le projet de faire une start-up. Et c'est peut-être ces 2 dernières ou bien ces 3 dernières années, avec 3, 4 personnes, on a eu à travailler sur plusieurs projets, mais voilà pourquoi est-ce que j'insiste vraiment sur le point dont on vient de parler, parce que ce sont des jeunes informaticiens, ce sont des jeunes informaticiens qui sont déjà dans des entreprises, mais quand il s'agit par exemple de se retrouver le week-end et de venir par exemple travailler sur des projets pour nous-mêmes,
Parce que une start-up, on travaille sur des projets d'innovation, se disant que demain, peut-être, ça pourrait prendre, etc. Mais fait ça, je te promets que il y a aucun sérieux. Il n'y a aucun sérieux. Tu vois des jeunes qui vont t'envoyer des messages, on doit se retrouver à 8 heures, qui vont t'envoyer des messages à midi pour te dire non, j'ai telle urgence. Il n'y a pas de sérieux du fait que on est en train d'essayer de bâtir une entreprise. Une entreprise, c'est pas le mur. Une entreprise, c'est pas le nom. Parce que Microsoft a commencé dans la tête de quelqu'un. Mais si aujourd'hui tu regardes le mur de Microsoft pour penser que c'est la meilleure entreprise, non. Ce sont des jeunes qui se sont mis ensemble, qui ont travaillé. Aujourd'hui, Microsoft est né. Donc, si déjà on n'arrive pas à se rassembler, à respecter les heures, à travailler convenablement, à faire ce qu'il faut faire, comment est-ce que vous voulez qu'on puisse créer des entreprises? Et après, on va se plaindre, par exemple, qu'il n'y a pas de travail. On va pas s'asseoir chaque jour à se plaindre. On a appris un métier. On sait coder. Mais je prends un exemple. Tu es un menuisier, tu sais faire des tables. Mais pourquoi tu t'assois chez toi et puis tu te plains que la vie est difficile? Pourquoi tu ne fais pas des tables que tu ne mets pas sur la route? Tu penses pas qu'au moins deux personnes peuvent passer t'acheter des tables pour que tu puisses avoir quand même 5 000 pour manger? Tu as le métier dans ta main. Tu es un développeur. Il y a le besoin qui est là. Il y a, comment on appelle ça? Il y a un grand marché qui est là. Quand Mark faisait Facebook, c'était juste pour s'amuser. Mais aujourd'hui, ce sont des milliards. Pour dire qu'un projet, au début, peut commencer petit, mais tu ne sais jamais où il va arriver. Donc, il faut quand même mettre du sérieux dans ce qu'on fait. Ce que j'ai appris dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est difficile. C'est difficile quand tu ne tombes pas sur de bons partenaires avec qui travailler. J'ai envie de dire même que peut-être mais ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Parce que quand tu t'assois, par exemple, que tu fais un échéancier des tâches du projet, des gens qui vont s'engager dans ton projet, mais qui vont te perdre du temps à te faire ils vont te faire espérer, non, en fait, j'ai eu telle situation, mais t'inquiète, le week-end prochain, je suis libre. Et tu te vas de report en report. Finalement, tu te rends compte que tu es seul à travailler sur le projet, mais en même temps, ils ne veulent pas quitter. En fait, comme si c'était un passe-temps pour eux. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est la clé du développement en Afrique. Les Blancs ont créé des idées. Ils ont créé Microsoft, ils ont créé Google, ils ont créé Facebook, ils ont créé WhatsApp, Instagram, et j'en passe. Et aujourd'hui, nous, les Africains, on l'utilise. Mais qu'est-ce que nous, on a créé? Ça commence déjà, comme tu l'as dit, il n'y a pas être sérieux dans tout ce qu'on fait. Tant qu'il n'y a pas de sérieux, moi, je pense que ça sera compliqué. Voilà, c'est mon point sur l'entrepreneuriat. Sinon, pour moi, c'est la clé. Franchement, c'est la clé pour sortir du sous-développement. Parfait, super. Euh, une autre question aussi, quels sont les débouchés d'avenir du monde de l'emploi à ton avis? Et j'explique un peu cette question, c'est pour dire que, par exemple, ceux qui sont plus intéressés par le domaine de l'informatique et qui peut-être sont dans l'optique de voir qu'est-ce qui est plus enclin à avoir beaucoup plus de succès dans l'avenir, dans le domaine, quelles sont les spécialités vers lesquelles tu les conseillerais de s'orienter? Notamment, par exemple, actuellement, on sait qu'il y a les data scientists, qui est une nouvelle spécialité en vogue pour lesquelles il y a déjà quelques formations, peut-être à l'étranger plutôt, pas encore en Afrique, mais je pense que d'ici là, beaucoup de choses pourront être faites. Également, il y a le big data, il y a aussi la sécurité informatique qui prend beaucoup plus d'ampleur. La plupart des entreprises voient effectivement que voilà, c'est un domaine qu'il faut prendre au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'avoir des locaux bien sécurisés. Tu peux avoir des locaux bien sécurisés, mais à partir du moment où des individus peuvent passer à travers ton réseau pour accéder à tout ce que tu essaies de protéger, ça ne sert à rien. Il faut beaucoup plus miser aussi sur la sécurité euh, du système et autres. Donc, à ton avis, quels sont les débouchés d'avenir de ce monde-là, de ce monde de l'informatique qui est ton domaine? Et éventuellement, si tu as des propositions aussi pour d'autres domaines que tu connais. Bon, pour moi, les débouchés, pour ceux qui veulent être développeurs, je pense que pour ces dernières années, il ne faut pas juste être développeur. Il faut chercher à être développeur DevOps. Parce que le DevOps, c'est en vogue. Il faut, donc, il faut pousser un peu plus loin le développement. Il ne faut pas juste s'arrêter là. À part ça, il y a, comme tu as dit, le big data. Donc, pour ceux qui veulent faire la BI,
faut pousser encore pour aller vers le big data, le data scientist, et puis, comme tu as dit, la sécurité. Il ne faut pas oublier aussi l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, qui est un domaine qu'on n'explore pas beaucoup en Afrique. Bon, pour moi, en informatique, ce sont les trois grands débouchés vers lesquels il faut vraiment qu'on puisse se pencher. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Euh, donc, pour continuer, je dirais qu'à présent, on tire un peu vers la fin. Donc, il y a trois questions qui nous restent. Et la première de ces questions, c'est quelles sont les littératures que tu recommandes pour un développement personnel, professionnel ou technique de soi-même? Ok. Donc, je reprends un peu. Quelle littérature recommandes-tu pour un développement personnel, professionnel ou technique de soi-même? Par exemple, pour les plus jeunes, est-ce qu'il y a particulièrement des livres que tu voudrais les recommander qui, en les lisant, va permettre en fait de se développer davantage pour mieux affronter sa vie professionnelle et autres? Ok, très bonne question. Déjà, puisque moi je fais le développement informatique, ce que je veux dire, c'est de ne pas avoir peur de lire des livres en rapport avec le développement informatique. Il ne faut pas seulement aller sur Google, chercher des tutos gratuits. Non. Quelquefois aussi, il faut mettre un peu d'argent de côté pour s'acheter un livre en fin d'année ou bien à Noël, se faire un cadeau d'un livre qui va vraiment changer la donne. Ça, c'est dans le domaine informatique. Mais en même temps, j'ai compris ces dernières années, là, ces 2 dernières années, que le talent dans la réussite ne représente que 12%. Pour ne pas dire que c'est minime. Ce qui fait la réussite de quelqu'un, c'est son attitude. Donc, il faut faire beaucoup de lectures en développement personnel. Et pour cela, je recommande l'auteur John C. Maxwell, qui a écrit de très, très bons livres sur l'attitude. Parce que, comme tu l'as dit, dans le milieu professionnel, il y a ce que tu sais faire, mais il y a comment est-ce que tu abordes les situations. Et c'est ça, c'est très, très, très déterminant dans la réussite professionnelle. Donc, ça, c'était mon petit conseil. Super. Merci beaucoup pour ce conseil. Alors, as-tu un proverbe, une citation, une anecdote ou une phrase d'accroche que tu voudrais partager avec les gens? Oui, oui, bien sûr. Il y a une phrase, sinon plusieurs, mais il y a une phrase que j'aime bien, une citation que j'aime bien. Miles Monroe qui disait, If you want to become successful in life, don't seek success. Seek to become a person of value. Pour dire en français, si tu veux, Traduction, voilà. traduction, si tu veux réussir dans la vie, ne cherche pas le succès, mais cherche à être une personne de valeur. Le succès va te suivre. Donc, ne cherchez pas forcément dès le départ l'argent. Non, on cherche pas. Quand on veut réussir, on ne cherche pas l'argent. Mais on cherche quelque chose qui va produire l'argent. Donc, investis en toi-même, comme on l'a dit tout à l'heure, en lisant, en t'achetant des livres. Ne va pas seulement t'acheter des habits. Ne va pas seulement t'acheter des nouveaux portables. Ça passe. Tu n'es pas en train d'investir en toi. Non. Tu t'habilles, c'est tout. Ça, c'est pour être présentable, c'est pour être propre. Tu as un bon portable, ok, il n'y a pas de problème. Mais investis sur toi en termes de connaissances. Seek to become a person of value. Cherche à être une personne de valeur. Le succès va venir. Ça, c'est ma citation préférée. Effectivement, c'est une très belle citation que j'adopte également. Et à titre d'exemple, je dirais que à un moment donné, par exemple dans la formation, dans ton parcours professionnel, je dirais, tu te rends compte que voilà, tu fais beaucoup d'efforts, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tu t'achètes des habits, peut-être tu t'achètes du matériel, peut-être tu cherches à construire ta maison et tout. Mais il y a aussi des aspects important de ta vie professionnelle qu'il faut essayer de cultiver davantage, notamment en s'achetant des documents, en se payant des formations et pourquoi pas même en s'inscrivant à des conférences internationales, on va dire. Et donc, il ne faut pas hésiter à investir en soi-même, à investir dans le sens de mieux se développer pour engager des niveaux plus élevés. C'est très important. Je suis vraiment, vraiment d'accord avec toi. Et c'est ce que je fais maintenant chaque année. En début d'année, je m'assois. Le développement se fait à plusieurs niveaux, comme tu l'as dit.
Par exemple, il y a le fait que peut-être tu te rends compte qu'il est temps pour toi, par exemple, de te construire une maison, mais de t'acheter une voiture. Ça, c'est bon. Mais il y a aussi le fait qu'il faut programmer chaque début d'année quel est le domaine dans lequel je suis un peu bancal, quelle formation que je peux faire pour combler ce domaine-là, quel montant va me coûter cette formation, quelle planification je fais pour avoir ce montant, etc. Et finalement, tu fais ta formation. Ça te fait un plus sur ton CV et c'est un investissement que tu fais à long terme. À long terme. L'investissement en termes de formation, si tu investis par exemple 2 millions ou 1,5 million en termes de formation, demain, tu pourras te vendre par exemple à 3 millions. Il faut savoir que nous sommes des produits en tant que personne, il faut se voir comme des produits. Donc, il faut chercher à être la meilleure version de ce produit-là. À chaque fois que Samsung fait sortir S9, S8, S10, ils améliorent la version et ils vendent ça plus cher. Donc, chaque année, cherche à acquérir encore plus de valeur pour te vendre plus cher. Même si dans ton entreprise aujourd'hui, ce que tu as acquis, pardon, par exemple, ne fait pas la différence. Les gens, par exemple, ne voient pas ça. Mais tu vas te rendre compte que demain, quand tu as fait ton CV et que tu vas le déposer dans une ou deux ou trois entreprises, ils vont se rendre compte que, mais attends, tiens, comment est-ce qu'on peut avoir un développeur en même temps qu'il y a Prince 2, en même temps qu'il y a ITIL, qu'il y a le PMP? Non, mais ça, c'est une mine. Et ils seront prêts peut-être à te payer à 5 millions, à 3 millions. 5 millions, 3 millions même par mois pour une formation que tu as fait un coup en 2 millions. Il faut investir sur soi. Il faut pas, les Africains n'aiment pas acheter des livres. Non, il faut cotiser. Tu mets 30 000, 40 000, tu fais un budget de 200 000 par année. Si c'est trop bien, 100 000 pour ceux qui sont pas un peu trop prêts financièrement. Et tu cibles des formations, tu cibles des livres. Tu vas sur Amazon, tu achètes, tu te les fais livrer. Les week-ends, tu t'assois, les dimanches soirs, tranquillement, tu lis. Ça te fait de la lecture. Demain, un entretien, une conférence, tu sais de quoi les gens parlent. Et ça te permet de te dessiner un plan de carrière. Il faut pas laisser l'entreprise elle-même te donner une direction de carrière. Toi-même, dessine-toi un plan de carrière et puis travaille à y arriver. Ça me donne en même temps une deuxième situation que j'apprécie bien, qui dit les petits esprits ont des désirs, mais les grands esprits ont des buts. Il faut se définir des buts et travailler à les atteindre. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce conseil-là. Intéressant ce qu'on vient de partager ensemble et j'espère qu'on aura d'autres occasions. Ça, c'est un premier enregistrement et en tout cas très riche d'enseignements. Mais je souhaite que si cela te convient également, que les prochaines fois, on essaie d'organiser encore d'autres parties et pendant lesquelles on va aborder d'autres sujets aussi intéressants. Donc, qu'est-ce que tu en dis? Oui, je suis d'accord, je suis disposé à aider tant que faire se peut. Super. Sur ce, nous sommes au terme de cet échange-là. Euh, Comment est-ce que les membres de la communauté peuvent te contacter au besoin par LinkedIn, Skype, WhatsApp ou ce que tu souhaites partager? Bon, je pense par WhatsApp, c'est plus rapide et c'est plus facile à retenir. LinkedIn aussi? Bon, LinkedIn aussi. LinkedIn, c'est Match Amari Nicole. Et mon WhatsApp, c'est le plus 225 54 23 06 92. Je suis actif sur les deux plateformes. Super. Merci beaucoup, Mitch. On a été vraiment ravis de te recevoir et cet échange, comme je le disais tantôt, est plein d'astuces que on pourra tous utiliser pour s'inspirer au quotidien. Et à très bientôt pour d'autres séances. Merci Merci. beaucoup, Faisal. Merci à toi pour l'initiative et à très bientôt.